Bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour de Santexpo sur le stand Daedalus. Ce matin, nous allons parler du cloud avec une table ronde intitulée En route vers le cloud, vision partagée de Daedalus avec Claranet et AWS, Amazon Web Services. Alors pour cette table ronde, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir une feuille qui va vous être distribuée. Pour écrire vos questions. Nous en choisirons deux à la fin de la présentation de la table ronde. Et pour les autres questions, vous pourrez vous rapprocher de nos speakers ensuite qui vous répondront. Alors le cloud, il facilite l'accès rapide à l'information médicale, son partage et la communication avec les professionnels et les patients. Qu'en est-il de son adoption en France? Que permet exactement cette technologie? Quels en sont les enjeux, les attentes, les freins? Comment construire des offres qui répondent aux besoins des établissements de santé? Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce matin Denis Correia, Bonjour. directeur de marché e-santé chez Claranet, Mathieu Gendron, responsable des équipes techniques et du secteur public en France chez AWS, Guillaume Reynaud, directeur des relations publiques pour Daedalus. Bonjour Cécile. Et Pascal Grimard, directeur Cloud et FinOps pour Daedalus. Bonjour Cécile. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Guillaume Reynaud. Pouvez-vous nous donner une rapide overview de l'adoption du cloud en France? Comment est-on positionné par rapport aux autres pays européens notamment? On a un avènement du cloud, c'est une évidence avec que ce soit sur du SaaS, que ce soit le PaaS, que ce soit l'IaaS, qui sont des termes bien complexes que mes partenaires vous expliqueront si c'est nécessaire. Donc on assiste à une transformation qui est inévitable du système d'information de santé. Alors, ça a été pas toujours simple de vous trouver des ABAC, de vous trouver des statistiques, mais j'en ai trouvé. Donc déjà, évidemment, sur le marché mondial, il y a des études, notamment j'avais cité KPMG, qui avait fait une étude très intéressante, qui montre qu'à partir de 2021, on était dans les 63 milliards d'euros à peu près pour la taille du marché cloud. Ils pensent qu'on serait plutôt aux alentours de 260 milliards d'euros en 2027. Donc ça vous laisse voir l'amplitude évidemment que prendra ce marché. Et puis en termes d'emploi, évidemment, et puis en termes d'investissement pour les structures, ce sera également extrêmement important. Alors, dans le secteur de la santé, ces données, on les trouve aussi chez Gartner. Alors Gartner, vous le savez, c'était un système d'études mondiales qui est très intéressant sur les systèmes d'information. Gartner a interrogé des CIO, donc vraiment des DSI d'établissements, un peu partout dans le monde, et constate qu'une grande partie d'entre eux, on va parler de 56%, s'intéressent vraiment à réfléchir à basculer une partie de leur SI dans une stratégie cloud. Donc c'est encore un signe d'une très forte dynamique. Alors ensuite, sur la France, un peu plus dur de trouver des vraies statistiques, mais ce que je vous ai trouvé, c'est notamment Atlas. Alors Atlas, vous le savez, c'est un référentiel qui est officiel, qui est celui de la Direction générale de l'offre de soins. Et ce référentiel laisse entrevoir que des stratégies d'hébergement, d'externalisation et donc de cloud sont plutôt réussies pour les applications techniques, les applications administratives. Ça, le gap est franchi, c'est vraiment fait. Il n'y a plus de problème là-dessus. Par contre, bien sûr, il y a un frein évident sur les applications médicales. Alors, dans le privé, ça commence à craqueler, on sent leur intérêt. Et ce frein, par contre, est toujours très assumé par les structures publiques pour des raisons qu'on comprend très bien et qu'on va évoquer là, notamment sur les volets de la souveraineté. Dans cette introduction, il y a deux éléments très intéressants qui viennent un peu changer la donne. D'abord, le Covid-19, bien évidemment, la Covid-19. Alors, ça a obligé les organisations de santé à se préoccuper des usages à distance, des usages en cloud, notamment autour de la télémédecine, de la téléconsultation. Donc finalement, un peu contraintes et forcées, elles ont dû pour beaucoup d'entre elles se précipiter et répondre à la problématique effectivement du Covid. Et puis enfin, des dernières annonces, vous le voyez d'un niveau européen et au niveau français, on voit que la France va adhérer à la stratégie de l'European Health Data Hub, Health Data Space, pardon. Donc ça, c'est un signe effectivement d'une stratégie cloud souveraine sur l'Europe qui va se positionner. Et puis enfin, on peut noter qu'en innovation, il y a des grands pièges de financement et les 12 États membres, dont la France, bien évidemment, ont adhéré pour essayer d'accélérer très fort sur la démarche du cloud. Donc à retenir dans cette introduction, encore timoré sur le marché français, encore faible, on va dire, dans les structures publiques, mais une vraie dynamique à venir en tout cas et une dynamique qui sera inévitable.
quels sont les enjeux qui justifient cette adoption du cloud et quels en sont les bénéfices? Alors, on pense vraiment, et en tout cas pour Dédalus, c'est une réelle conviction, on pense que le cloud est vraiment une des réponses aux problèmes des structures de santé au XXIe siècle. Les organisations de santé font face à des problématiques qui sont claires. D'abord, une hausse de la demande, de la complexité et du coût de la santé. Donc, il va falloir répondre à cette problématique. Des attentes très accrues en matière de disponibilité des solutions, de commodité d'accès aux différents services, de la qualité des services de santé. Une pression sur la main-d'œuvre et le recrutement. Et il faut être attractif pour ça. Et il faut changer le paradigme. On vous en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Et le cloud va aider à ça, à changer le paradigme et l'attractivité même pour embaucher et avoir des ressources. Et on sait très manquante aujourd'hui pour les organisations de santé à la sortie du Covid. Donc une hausse des inégalités en santé qui vont permettre à des organisations de rester à niveau dans différents pays, dans différents endroits. C'est ça les enjeux pour nous dans notre analyse du XXIe siècle. Et donc le cloud, c'est la réponse avec bien sûr des réductions de coûts d'exploitation, avec en plus une meilleure disponibilité, une meilleure qualité de service qui est promise. Ça, c'est très important. Supporter cette demande croissante du numérique en santé. On voit arriver de très nombreux acteurs sur l'IA, on voit arriver de très nombreux acteurs et il va falloir absorber ces évolutions. C'est beaucoup plus facile dans une stratégie SaaS et dans une stratégie cloud que dans une stratégie multi-déployée dans des établissements de santé. Et puis assurer des meilleurs niveaux autour de la cybersécurité. Donc il faut évidemment de très hauts niveaux de compétences aujourd'hui et les acteurs du cloud sont capables de les apporter, ces niveaux de compétences. Et bien sûr, tout ça avec des spécificités sur l'Europe et sur la France, qui est de rassurer sur la donnée, à qui elle est, la perte, la maîtrise, la souveraineté. Et c'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui. Voilà les grands enjeux pour nous selon notre analyse. Denis Correia, pouvez-vous nous exposer vos enjeux chez Claranet vis-à-vis des hyperscalers et votre travail partenarial avec Dédalus? Oui. Alors, concernant les enjeux, un des premiers enjeux pour nous, Claranet, en tant qu'hébergeur infogéreur de données de santé, concerne l'aspect réglementaire, la capacité à gérer et suivre la compliance et être dans la réglementation française. Alors, en effet, nous, ça fait maintenant près de 10 ans que nous sommes agréés hébergeurs de données de santé et nous proposons à l'origine, comme beaucoup d'infogéreurs et d'hébergeurs, des plateformes de type cloud privé. Avec l'avènement du cloud dès 2014, donc on a démarré une stratégie auprès de nos partenaires hyperscalers, principalement sur d'autres activités, d'autres types de marchés, tels que le retail. Et effectivement, il a fallu attendre 2019 avec l'arrivée de la certification HDS qui nous a permis, au travers de ces normes internationales ISO, de pouvoir avoir une nouvelle proposition de valeur que nous avions sur d'autres marchés en apportant auprès de nos clients l'adoption du cloud, du move to cloud ou éventuellement des solutions de type hybride avec une partie chez nous et puis un démarrage sur des expérimentations en termes du cloud. Alors, c'est aussi un enjeu important d'innovation. Comme tu le disais, on change complètement de paradigme. On ne conçoit plus les infrastructures comme on pouvait les imaginer auparavant. On code ces infrastructures. Donc, on va parler d'infrastructures as a code, on va parler de compétences DevOps, on va parler de solutions avec du déploiement continu. Et effectivement, c'est une capacité pour nous de répondre à un trilemme qu'on pouvait avoir sur des plateformes dédiées, à savoir gérer la scalabilité, gérer du déploiement rapide et travailler l'optimisation de nos coûts. Alors, qui dit innovation dit aussi la problématique d'avoir les ingénieurs pour répondre à ces aspects-là. Et donc, tous ces enjeux, pour nous, sont autour du recrutement, la capacité aussi à former nos équipes et puis aussi à les conserver, puisqu'on est aussi dans un marché relativement concurrentiel. Donc, on forme énormément nos équipes sur ces nouveaux marchés. Et également, il faut être en capacité de suivre le rythme assez dynamique de nos partenaires hyperscalers. Voilà. Alors, sur la partie partenariat, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Notre rôle est principalement un rôle d'accompagnateur de tiers de confiance sur l'aspect conformité et donc sur
cette adéquation entre l'aspect normé et ce que nous allons déployer, puisqu'on parle de données de santé à caractère personnel, de sécurité. Donc, nous avons un département de compliance qui accompagne. On va aller regarder parmi tous les services. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 350 services si on prend le cas d'AWS. Et donc, on ira chercher les services qui sont éligibles et voir effectivement qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer selon les besoins et selon la stratégie de Daedalus. Les aspects donc réglementaires, c'est le cœur du système. C'est pour nous également l'apport de ces zones de sécurité, ce qu'on va appeler nous les zone tools, tout ce qui va nous permettre de jouer notre rôle de tiers de confiance. Et enfin, un autre élément avec la notion de FinOps, c'est le fait d'apporter également une vision de la maîtrise des coûts, puisqu'on le sait très bien, un éditeur comme Daedalus a un regard vis-à-vis de ses clients sur les coûts. Et donc, on travaille ensemble aussi sur les optimisations. Et on a donc des personnes qui sont formées à la fois sur le catalogue pour voir effectivement quelles sont les meilleures optimisations à apporter. Voilà. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Mathieu Gendron. Comment l'offre AWS répond-elle aux enjeux de souveraineté et de protection des données? La question de la souveraineté, c'est une question qu'on traite beaucoup avec nos clients. C'est quelque chose c'est une notion qui est assez complexe. Et du coup, on a essayé de travailler avec nos clients pour essayer de comprendre en fait ce qu'ils entendaient, quels étaient leurs besoins en matière de souveraineté sur les données. Alors, quand on discute avec eux, il y a 4 points qui ressortent. Le premier, c'est garder le contrôle, la propriété des données. Ça, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième, c'est choisir la localisation des données, avoir le contrôle sur la localisation des données. La troisième chose, c'est la réversibilité, la garantie de réversibilité, c'est-à-dire le fait de dire, OK, aujourd'hui, je vais travailler avec AWS, mais qui sait, demain, peut-être j'aurai envie de faire autre chose. Est-ce que j'en garde la liberté? Et le quatrième point, c'est d'avoir la liberté à tout moment, finalement, de choisir celui qui va m'apporter la meilleure technologie sans barrière à l'entrée. Ça, c'est quelque chose qui va être essentiel. Alors, AWS, on travaille justement pour répondre à ces 4 points et on a de nombreux engagements à la fois techniques, juridiques et contractuels pour aider les clients finalement à répondre à ces enjeux-là. Si on les prend dans l'ordre, le contrôle sur les données, le contrôle et le client reste propriétaire de ses données quand il utilise AWS. C'est lui qui en définit le contrôle d'accès. Il va décider qui a accès, qui n'a pas accès. Il va définir le niveau de chiffrement, le niveau de protection des données. Voilà. Nous, de notre côté, côté AWS, on va prendre tout un tas d'engagements. On ne réutilise pas les données et même on n'accède pas aux données du client. On n'a pas besoin d'y accéder, par exemple, pour les opérations de maintenance ou pour les opérations de mise à jour. Tous ces dispositifs sont fortement automatisés avec des mécanismes de sécurité qui empêchent toute personne d'AWS d'accéder aux données du client en la matière. Deuxième point, on parlait effectivement de la localisation des données. La localisation des données, c'est le client qui choisit. C'est le client qui choisit la localisation des données. Et nous, notre engagement, c'est qu'on ne déplacera pas, on recopiera pas les données du client en dehors de là où il l'a mis. Et donc, du coup, le client a la possibilité d'héberger ses données sur AWS en France, sur les data centers en France. On a aussi des data centers à d'autres endroits en Europe, à Francfort, on en a en Suède, on en a en Italie, on en a, enfin voilà, et on ouvre régulièrement de nouvelles régions, de nouvelles possibilités. Évidemment, on en a ailleurs dans le monde, ce qui permet du coup de répondre aux besoins du client. La localisation du données, elle est là pour répondre aux besoins du client, et des clients locaux en France vont avoir du coup la possibilité de faire leur système en France, parce que ça correspond à leurs besoins, mais des clients globaux vont pouvoir répliquer leur système dans plusieurs régions AWS dans le monde pour répondre aux besoins de leurs clients partout dans le monde. Troisième point, c'était la garantie de la réversibilité. La garantie de la réversibilité, c'est quelque chose d'important, d'essentiel. Là, pour le coup, c'est le client qui maîtrise finalement ses choix d'architecture, ses choix de technologie. Le cloud, en fait,
d'une certaine manière, améliore la situation par rapport à avant. Dans l'IT, ce qui était le principal lock-in, le principal verrou pour changer d'acteur, c'est l'investissement qui a été consenti dans le matériel et dans le logiciel, dans les licences, etc. Le fait de travailler dans le cloud, on passe à une dépense à la demande et on n'est plus coincé par des investissements préalables qu'on n'a pas encore amortis ou qu'on n'a pas encore utilisés. Donc ça, c'est quelque chose qui va être essentiel. D'un point de vue technique, évidemment, il y a des choix qui peuvent être faits, qui peuvent être astucieux pour justement faciliter le changement. C'est là aussi que les partenaires ont le maximum de plus-value justement pour aider les clients à faire les bons choix. Enfin, dernier point, l'accès libre, sans barrière à l'entrée au meilleur de la technologie. C'est un petit peu le principe du cloud et je voudrais mettre l'accent sur les sujets et les services de sécurité. La protection des données, c'est quelque chose qui est essentiel pour les clients et grâce à AWS, ils accèdent aux mêmes technologies, quelle que soit la taille du client, quels que soient ses enjeux, qu'il s'agisse d'une petite start-up ou qu'il s'agisse d'une banque internationale avec des millions de clients dans le monde, ils ont l'accès aux mêmes technologies et à la demande. Du coup, pour chiffrer, pour se protéger contre les attaques en déni de service, pour se protéger contre les ransomware, c'est quelque chose qui va être extrêmement efficace et qui va être à la disposition de tous les clients. Voilà, aujourd'hui, pour dire, il n'y a objectivement aucune raison objective de ne pas aller dans le cloud, de ne pas considérer le cloud pour les applications de santé. Merci. Et la stratégie de Dédalus pour le cloud, Pascal Grimard, quelle est l'offre de Dédalus? Quels sont les produits disponibles sur le cloud? Oui, donc aujourd'hui, nous avons en France, pour Dédalus, une quinzaine de produits sur le cloud privé, que ce soit dans les domaines de la biologie, de l'ERP, du BI, du Connected Care ou aussi des API de paiement en ligne. Sur cette offre, nous avons trois produits qui sont aujourd'hui pilotes pour la migration dans le cloud public. Nous avons Archive4Lab, qui est une solution d'archivage externalisée proposée au laboratoire, qui utilise les nouvelles solutions de stockage de type objet S3. Nous avons aussi une API de paiement qui est exploitée par différents portails de résultats patients aujourd'hui, qui permet le paiement en ligne en fait par les patients. Et nous avons aussi une application BI4Edge, une application de BI qui est exploitée dans différents domaines, l'hospitalier, la biologie, la NAPAT. Voilà, donc c'est trois produits qui sont les pilotes aujourd'hui pour l'offre SaaS au sein du cloud public. Les enjeux de cette migration vers le cloud public sont quand même multiples. Bon, tout d'abord, il y a l'enjeu d'industrialiser le déploiement. On va notamment utiliser en fait l'IAC, l'infrastructure as code. Il y a des outils qui existent tels que Terraform pour ce challenge-là. C'est aussi garantir la disponibilité de nos services et la performance de nos services. Donc le cloud là amène la haute disponibilité et aussi la scalabilité pour répondre à ce besoin. En fait, il y a là aussi la garantie, la sécurité des données qu'il s'agit de garantir. La sécurité des données, c'est déjà sécuriser l'accès à la plateforme en mettant en œuvre le PAM, le Privileged Access Management. Donc c'est des outils tels que le Walix Bastion qui permettent de gérer ça notamment. C'est aussi gérer la réplication des données multisites, leur chiffrement, la sauvegarde, la capacité par des tests de restauration sur ces sauvegardes. C'est la protection Internet aussi, donc, gérer la protection Internet, donc ce sont les scans de vulnérabilité, l'usage de web application firewall, l'usage aussi au-dessus d'un pilotage de cette sécurité Internet par le Security Operations Center, le SOC, qui lui, c'est un centre en fait qui nous permet, un centre opérationnel qui nous permet de piloter cette sécurité, de définir une roadmap sécurité au niveau Internet, et aussi de piloter ça avec Security Manager, avec des copies réguliers. Voilà, un vrai pilotage d'une roadmap sécurité. Bon, enfin, bien sûr, au-dessus de tout ça, il s'agit de respecter les exigences HDS, ça veut dire en gros une infogérance certifiée qui va exploiter des services HDS au sein du cloud. Vous avez quelques chiffres à partager, notamment à l'international? Oui, à l'international, nous avons, Dédalus dispose de 40 références aujourd'hui, 40 références qui sont en production sur le cloud public.
et notamment le Royal Papers Hospital NHS Trust, donc, le client qu'on appelle le Trust, de façon simple. Donc, le Trust a défini une nouvelle stratégie de migration de ses applications socles sur le cloud public. Il a réalisé cela. Il a utilisé AWS comme hébergeur cloud public et aussi la AWS Management, l'AMS. Donc, ce projet s'est mené à son terme et aujourd'hui, bon, vu des utilisateurs, le ressenti, c'est souvent là qu'il faut se placer. Il est quand même une amélioration moyenne des temps de réponse de 48%, voire même 75% dans certains domaines. Donc, un résultat très positif sur ce projet. Merci beaucoup à tous. Alors, une première question, alors peut-être pour Dédalus, Pascal. Pour le produit Care4You, quelle est la stratégie sur le cloud? Alors, Care4You s'inscrit dans une stratégie déjà d'être une application full web en 2025. Et 100% cloud aussi par l'utilisation de technologies Kubernetes. Donc, et intégrer bien sûr l'ensemble des fonctionnalités socles qui permettront d'être proposées largement à nos hôpitaux. Donc, nous avons en stratégie, en gros, sur le chemin de 2025, différents modules apparaîtront et ils seront disponibles dans le cloud public. Alors, j'ai une deuxième question. On va peut-être commencer par vous, Denis Correia, de Claranet. Quelle est la vision du cloud et son impact sur la consommation carbone? Alors, sur l'aspect consommation carbone vient la notion de consommation des ressources. Nous, on a pu constater avec le temps certains biais, avec la facilité d'utiliser finalement certains automatismes qu'on pouvait surconsommer assez facilement dans le cloud. On a pu voir parfois des plateformes surdimensionnées, des serveurs non utilisés, ou bien l'usage de services à haute performance, mais peut-être un petit peu trop en avance de phase. Il y a deux chiffres qui me viennent en tête, qui viennent d'une étude américaine. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% de serveurs quasiment dans le monde qui sont totalement sous-employés. Et nous, on le constate aussi parfois sur certains cas clients. On a en moyenne entre 10 et 15% de ressources consommées, ressources CPU en moyenne. Et donc, par rapport à cet aspect éco-responsable, on a lancé une initiative en plus de l'initiative FinOps qui est autour du GreenOps. Le but étant effectivement d'apporter les bonnes pratiques en termes d'usage, d'architecture et de consommation. Et pour ça, le cloud nous apporte, avec tous les outils d'automatisation, de serverless, une réponse à ces problématiques. Mathieu Gendron, pour AWS, vous voulez ajouter? Oui, peut-être en complément, AWS, on est très engagé sur la partie environnementale. On a un engagement et enfin, on est sur une trajectoire d'être 100% alimenté en énergie renouvelable en 2025. Et aujourd'hui, le point essentiel où l'énergie, finalement, la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Ce qu'on a fait, on a fait faire une étude par 451 Research sur des entreprises européennes dans le monde, enfin des entreprises européennes, et pour regarder ce que ça donne quand elles migrent dans le cloud. Et la migration dans le cloud fait économiser 80% d'énergie, de consommation d'énergie. Alors on se dit, pourquoi, comment ça se fait? Tout simplement, il faut comprendre que le cloud, c'est d'une certaine manière comme le covoiturage. Vous mettez finalement plusieurs systèmes, plusieurs clients sur les mêmes serveurs et on passe d'un taux d'utilisation des serveurs de 15% à un taux d'utilisation des serveurs de 65%, ce qui est finalement déjà un facteur 4. Vous amenez derrière effectivement toute l'industrialisation et tout le travail qu'on va faire sur les économies d'énergie en termes de refroidissement, etc., et sur toute la chaîne d'approvisionnement des serveurs, et vous atteignez finalement ces 80% d'économie d'énergie. Donc, c'est essentiel, c'est un chiffre simple à retenir. Vous divisez par 5 votre impact énergétique en passant dans le cloud. Et pour Dédalus, Pascal Grimard. Sur le sujet de, oui, effectivement, au niveau du carbone, on peut noter, c'était un sujet du projet de notre client NHS, en fait, Dédalus, en fait, a été partenaire, en fait,
du NHS sur ces projets, sur la durabilité en fait, des projets et aussi s'inscrire dans une démarche de réduction carbone. Eux ont fait une mesure sur un premier step qui est le fait de passer dans le cloud public a permis pour eux de diminuer d'1/5 les émissions carbone sur un premier step. Donc, c'est déjà un excellent résultat. Merci. Et peut-être, juste pour terminer, un engagement de Dédalus, de toute façon, sur la neutralité carbone en 2030. C'est-à-dire qu'on a pris cet engagement officiel chez Dédalus, et c'est très bien de le rappeler. On s'engage donc dans cette même direction. Merci, merci, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.